La montagne Chin s'éveille doucement. Au sortir de la brume, 5 frères se précipitent sur leur carriole en bois. Ils ont entre 6 et 13 ans. Et cela fait longtemps que l'engin aux allures de jouet ne les fait plus sourire. Les frères Chin livrent du bois aux habitants du village. On transporte jusqu'à une demi-tonne. La pente est abrupte, alors les freins peuvent lâcher n'importe quand. Si c'est le cas, on mettra des branches pour freiner. Voilà mon frein. Et ça, c'est la pédale. Elle est reliée au frein avec cette chaîne. Leur papa a suspendu leurs 5 vies à ce chariot de fortune. Seul moyen de compléter les revenus de la famille. Moi, je n'ai jamais eu d'accident, mais mes amis en ont eu. Ils ont perdu leur roue et cassé leur chariot. Les accidents, c'est fréquent ici. « 3 kilomètres de pente, au péril de leur vie. C'est dangereux, ça fait peur. Dans les virages, les camions ne le voient pas. C'est très difficile de les éviter. Malmenée par les vibrations et les nids de poules, la fragile carriole semble prête à se désintégrer. Ce tas de bois rapporte 2 € à la famille, le prix de leurs 5 vies et de quelques repas. En Birmanie, à la saison des pluies, certaines routes se transforment en torrents de boue et de cailloux. C'est glissant, c'est vraiment glissant. Prends la plaque maintenant. Il y a toujours des éboulements quand il pleut. Un défi pour les hommes et pour la mécanique. C'est comme ça qu'on fait ici. On répare toujours, et puis on roule. À gauche, vas-y, arrête. J'ai pas mal de douleurs dans le corps. Je suis épuisé. Terre de bouddhisme, le pays aux 1000 pagodes est resté une contrée interdite pendant les 50 ans de dictature militaire. La Birmanie s'ouvre enfin au monde et dévoile des paysages inconnus, des peuples longtemps préservés, comme ces femmes girafes, parmi les dernières de la planète. Jamais je n'enlèverai mes anneaux. J'y tiens beaucoup. Je préfère encore mourir avec. La Birmanie, c'est aussi un sous-sol plein de richesses, où le pétrole jaillit au milieu de la jungle. Vous avez vu la qualité de mon pétrole ? Mandalay, capitale du Nord. 1 million d'habitants, la 2e plus grande ville du pays. Cela fait 1h30 que Kosomo, 43 ans, est coincé dans les embouteillages. Depuis la fin de la dictature, il y a beaucoup plus de voitures et de motos qu'avant. Regardez, les motos nous arrivent dessus, comme ça. On doit se méfier avec elles.
La route est très étroite et les côtés aussi. C'est pas facile de conduire correctement ici. Kosomo est guide. Il part repérer un nouveau circuit touristique. Sous la junte militaire, la plus grande partie du pays, en dehors de quelques sites, était interdite aux étrangers. Je vais dans le nord du pays, là où les touristes ne sont encore jamais allés. Mais maintenant, c'est devenu plus facile. On a les permis et on peut y aller. Kosomo va parcourir près de 500 km sur l'une des pires routes de l'Asie du Sud-Est. Elle traverse le nord du pays, les montagnes Chin, pour atteindre le lac Ridil, à la frontière indienne, but de l'expédition. Le guide part à l'aventure. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. À ses côtés, cramponné à son siège, Nini, le copilote. Elle arrive. La moto arrive sur nous. Attends encore. Pas maintenant. Conduire en Birmanie demande beaucoup de sang-froid et un copilote avec de bons yeux. Il est le seul à voir les voitures arriver lors d'un dépassement. Voiture, voiture. Cette aberration est due à un délire mystique. Il y a 40 ans, un dictateur a fait passer la conduite de gauche à droite sur les conseils de son astrologue. Regardez, mon volant est à droite et je dois passer. Je veux doubler ce camion par la gauche, mais je ne vois rien, absolument rien. Donc, j'ai besoin de quelqu'un. Si je devais conduire seul, je ne pourrais pas. Ce serait dangereux et ça prendrait trop de temps. Une voiture. Elle arrive, elle arrive. L'astrologue avait omis un détail. La plupart des voitures sont importées de Singapour, où l'on roule à gauche. On va y aller doucement pour passer. Ah non, il y a des vélos. C'est bon maintenant? Vas-y, vas-y. Il n'y a personne. Maintenant. Il aura fallu pas moins de 40 minutes pour réussir à dépasser le camion. En 6 heures, Kosomo n'a parcouru que 60 km. Il veut repérer une réserve d'éléphants. Pour y accéder, il doit prendre cette petite route. Ici, plus d'asphalte, mais la piste. Et déjà un premier obstacle. Nini, l'assistant, sonde la profondeur. Il faut que je le suive. Il me montre par où passer. La mousson vient juste de commencer. En Birmanie, elle dure 3 mois, de juin à septembre. On a de la chance. Il n'y a pas de pluie. Maintenant, c'est sec. Il y a moins d'eau dans les rivières. C'est pour ça qu'on peut prendre cette route. De la chance, pas pour longtemps. 300 mètres plus loin, un petit ruisseau s'est transformé en grande rivière. Il y a beaucoup d'eau là-bas? Vous voulez dire que ça arrive jusqu'à la taille? C'est possible? Ma voiture peut passer? Je suis pas de ce village, demandez à l'homme là-bas. Je pourrais passer là? Par où? Tu peux me guider? Aujourd'hui, il faut faire vite, car il risque de pleuvoir. Il y a beaucoup de nuages. Et s'il y a beaucoup de pluie, le niveau de l'eau risque de monter. Avec les pluies torrentielles, la rivière devient infranchissable. Mais pour atteindre la réserve d'éléphants, il n'y a pas d'autre route. Kosomo n'a pas le choix, il devra trouver une solution. À 200 km au nord-ouest, la ville de Kalemio.
Pendant un demi-siècle, aucun étranger n'est venu ici. La ville est restée hors du temps, comme coupée du monde. Les véhicules qui sillonnent les rues datent de la Seconde Guerre mondiale. Un bric-à-brac de camions d'un autre âge. Et au milieu de cette ferraille, des Jeeps flambant neuves. Un modèle que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Des voitures fabriquées entièrement à la main, dans des ateliers comme celui de Monsieur Chin. Un fou de mécanique. Avec une dizaine d'ouvriers, il fabrique tout. Embrayage, suspension, carrosserie. Tout, sauf le moteur, importé d'Inde. Pour nous, il faut environ 3 mois de travail pour construire la carrosserie et pour mettre le moteur. À ce rythme, l'atelier de Monsieur Chin ne peut fabriquer que 9 Jeeps par an. Mais elles ne coûtent que 12 000 €, bien moins cher qu'une voiture importée. Et même à ce prix-là, elles sont increvables. Les 4x4 japonais sont beaux, mais ils sont chers. Et puis, ils ne sont pas vraiment faits pour nos routes. Ils sont trop petits pour le transport de marchandises. Alors que nos Jeeps sont bien faites, robustes, simples, et elles sont adaptées au climat et à l'état de nos routes. Une fois par semaine à Moniwa, comme dans toutes les villes de Birmanie, les étudiants bouddhistes vont chercher des offrandes. Ce jour-là, Onko ne leur a pas prêté attention. Il est trop occupé à réparer son camion. Passe-moi une pince. Onko n'a que 25 ans. Il a déjà sa petite entreprise de transport. La seule chose qu'il possède au monde, c'est ce tas de ferraille. Il a 2 fois son âge et comme par miracle, il roule encore. J'ai acheté ce camion, ça fait 2 ans maintenant. Depuis, j'ai changé chaque pièce les unes après les autres. Quand j'avais de l'argent. J'ai envie d'en acheter un neuf, bien sûr. Mais j'en ai absolument pas les moyens. Un neuf, ça me coûterait 4 ou 5 fois plus cher que celui-là. Alors je le modifie petit à petit pour continuer à m'en servir. Fais attention, ne te blesse pas. C'est bon, arrête la courroie. Je vais descendre la boîte. Donne-moi le câble. Comme ça, je vais la maintenir en bas. Ce matin, Onko dépose le moteur pour réparer l'embrayage et la boîte de vitesse. Ça y est, ça bouge. Et c'est désespérant. Chaque fois qu'il démonte un élément, il découvre une nouvelle panne. Il y a une quinzaine de pièces à réparer. Il faudra toute la journée pour remettre le camion en état de marche. C'est sûr, mon camion, il n'est pas reluisant. Il n'a pas de belle peinture. Il n'est pas neuf non plus. Mais il marche très bien. Le lendemain, il part au lever du jour. Je prie Bouddha. Et aussi pour mes parents. Je pense vraiment que ça peut m'aider à faire le voyage sans accident.
C'est pour ça qu'avant de démarrer, à chaque fois, c'est la toute première chose que je fais. À chaque fois qu'il s'en va, le camion devient sa maison. Il y passe une partie de sa vie. Comme lorsqu'il rentre chez lui, avant toute chose, Anko enlève ses chaussures. Je ne mets jamais de chaussures. C'est une manière de respecter le camion. Selon nos principes bouddhistes, tout ce qui nous aide à vivre est un bienfaiteur. Ce camion me permet de vivre, c'est donc lui aussi un bienfaiteur. Alors, je n'utilise jamais mes chaussures dans le camion. Et puis, si je porte des chaussures pour conduire, comment je fais pour sentir mes pédales? Anko va parcourir 220 km pour atteindre la ville de Kalemio, où il doit aller chercher une cargaison de bois. Mais sur la route, il y a beaucoup de concurrents. S'il arrive trop tard à destination, il devra attendre son tour. Perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Alors il va ruser, prenant un chemin qu'il ne connaît pas, un raccourci. Par où faut aller? Par là, c'est mieux. On lui a assuré que ce chemin lui permettrait de gagner presque 2 heures. Sauf qu'avant, il faut passer sous ce pont. Nihong, son copilote, évalue la situation. J'ai bien peur que le tunnel ne soit pas assez haut pour le camion. C'est pour ça que je le guide. Cela va peut-être se jouer à quelques centimètres. Mais il n'y a rien à faire cette fois. Les esprits ne sont pas avec lui. Le toit est bloqué par le pont, on ne peut plus avancer. Faut reculer. Anko doit faire demi-tour. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son vieux camion n'a pas de roue motrice à l'avant. Il finit dans le fossé. La roue avant est coincée. Et elle s'enfonce dans la boue. Je vais essayer de la libérer. Il a beau essayer, même à deux, impossible d'y arriver. Il faut demander du renfort. Tu peux m'aider? Ma roue avant s'est embourbée. Attends, je vais demander un câble pour tirer. Recule. Dis-lui de rester à gauche de la route. À gauche, vas-y. Stop, stop. Un raccourci, c'est bien. On peut gagner du temps. Des fois, non. En fait, le raccourci lui aura fait perdre 2 heures. Campé devant la rivière, Kosomo, le guide touristique, est toujours à la recherche d'une solution pour traverser. Il tente sa chance. C'est combien pour une moto? C'est 20 centimes.
Et pour la voiture? La voiture, ouais, c'est ça. On traverse avec les radeaux. Pour l'instant, on ne prend que les motos. Les conducteurs, eux, doivent aller dans l'eau, et si le courant est trop fort ou si c'est trop profond, on ne traverse pas. Encore une fois, il envoie son copilote en éclaireur. Il y a des pierres en dessous? Nini, il y a des pierres? Non, c'est du sable. Il n'y a pas encore beaucoup d'eau. Le problème, c'est le sol. Il n'y a pas de pierre au fond, juste du sable et de la boue. Si on ne fait pas attention, notre voiture peut s'enliser et on ne peut plus avancer. Impossible de bouger. Deux hommes de la région lui proposent une solution. Ils connaissent le terrain, ils savent qu'il existe un étroit passage. Le seul endroit où le niveau de l'eau est assez bas, le sol assez dur pour supporter le poids d'une voiture. C'est bon. Avec les 4 roues motrices, ça marche bien. Avec ce temps sur cette route, on est obligé d'avoir un 4x4. Sinon, on ne passe pas. Kosomo n'est plus très loin du parc des éléphants. En Birmanie, ils sont près de 10 000. Ici, l'éléphant cohabite pacifiquement avec l'homme. Mais parfois, il suffit d'un rien. En une fraction de seconde, la situation peut déraper. Un éléphant vient de semer la panique parmi les paysans. Les buffles, regardez-les. Ils ont peur de l'éléphant. Ils se sont affolés et ont renversé leur chariot en s'enfuyant devant l'éléphant. Regardez, c'est un accident. En Birmanie, la moitié des éléphants sont domestiqués. Dans le parc de Kassapa, géré par le gouvernement, ils sont une trentaine, en semi-liberté. Et chaque éléphant a un prénom. Alors celui-là, le petit, il a 2 ans. Et l'autre, c'est une femelle, de 24 ans. C'est une petite femelle. Elle s'appelle Lune d'Argent. Oui, Lune d'Argent. Entre l'éléphant et son cornac, c'est une amitié presque mystique. Là, on s'occupe d'eux. On leur fait une visite médicale tous les mois. Ils sont calmes et amicaux. Mais avant, ils étaient très sauvages. On les nourrit. Ils sont devenus nos amis. Quand ils étaient encore sauvages, ils s'enfonçaient très loin dans la forêt. Et c'était dur de les ramener jusqu'ici. Et puis ils attaquaient les hommes. Alors qu'en Birmanie, la plupart des éléphants domestiques travaillent dur dans la forêt, ceux du parc de Kassapa ont plus de chance. Des décennies durant, ils ont été préservés de la civilisation. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu de touristes. Ça me plaît. Je voudrais bien amener quelques touristes ici, puis j'espère de plus en plus. Et je serais heureux de voir ces gens différents se rencontrer. Mais si Kosomo fait venir des touristes jusqu'à la réserve de Kassapa, les éléphants ne risquent-ils pas de perdre un peu de leur tranquillité ? Il y a un lieu en Birmanie où seule la ligne d'horizon partage l'eau et le ciel.
le lac Inle. Non loin de là, au sud, tout près de la frontière avec la Thaïlande, se cache la petite communauté de Ranggu. Un hameau du bout du monde, où vivent des êtres hors du commun, les Padang. On les connaît mieux sous le nom de femmes girafes. Elles ne sont plus nombreuses, quelques centaines peut-être. Elles ne parlent même pas birman. Pour communiquer avec elles, il faut demander à l'institutrice du village. Modou a 28 ans et n'a pas eu le choix. Depuis l'âge de 8 ans, elle est femme girafe. Lorsqu'elle a accouché de son deuxième enfant il y a 6 mois, on lui a permis d'enlever son collier. Mais pas pour longtemps. Le moment est venu pour elle de le remettre. C'est la mission de cette femme. Certains disent que ces étranges colliers doivent protéger les femmes des attaques de tigres. D'autres affirment que c'est pour les embellir. En fait, personne ne connaît la vérité. Mais dans tous les cas, Modou doit se soumettre. Ne serre pas trop. C'est dur de tordre le métal à la main. Et puis il faut faire de beaux cercles bien réguliers. Pour faire de beaux anneaux, c'est dur et c'est long. Modou avait pris l'habitude de vivre sans entrave. Et elle a du mal à supporter cette prison de laiton. 6 kilos de métal autour du cou, mais aussi autour des poignets et des chevilles. Au début, quand on porte les anneaux, on ne se sent pas très bien. On a très mal au cou. Mais on s'habitue, on n'a plus mal. Mais c'est difficile. Par exemple, pour aller aux toilettes, avec les anneaux aux jambes, ça n'est pas pratique. Un insupportable carcan qui se referme sur elle, anneau après anneau. Attention, tu me fais mal. Tu tires trop fort, là. Modou est au bord des larmes. Ça me brûle. Quand on travaille, on accumule de la saleté et de la sueur. Avec le laiton, ça peut provoquer des problèmes de peau. Il faut vraiment se laver tous les jours. Le 16e anneau se referme sur son cou. Parfois, les femmes girafes peuvent en porter jusqu'à 28. Je ne veux pas que ma fille porte des anneaux. Mais ce sera à elle de décider si elle veut en porter ou non. Bientôt, plus personne n'en aura. Donc je préfère qu'elle ne le fasse pas. Mahé, au contraire, est très fière du travail accompli. À 49 ans, elle est l'une des femmes girafes les plus âgées de la région. Ma grand-mère en avait. Et je trouvais qu'elle était belle avec. La première fois que j'ai mis mes anneaux, ça a été très douloureux. Mais je ne sais pas, ça m'a plu. Et j'ai voulu en avoir toujours plus. Jamais je n'enlèverai mes anneaux. J'y tiens beaucoup. Je préfère encore mourir avec. Aux confins de la Birmanie, les femmes girafes de Ranggu sont les dernières à perpétuer cette tradition. Sur la route de Kalemio, Anko n'a fait que la moitié du trajet.
C'est dur. Il faut avoir pas mal de puissance et être bien costaud. Conduire dans ces conditions, ça me fait mal, surtout au bras. Tourner le volant, passer les vitesses, ça demande de la force. Il a encore pris un chemin de traverse. Si ses calculs sont bons, cela devrait lui permettre de rattraper le temps perdu. Mais ce n'est pas gagné. C'est par là qu'il faut descendre. C'est vraiment très glissant. Continue d'avancer. Moi, je ne voulais pas devenir chauffeur professionnel. Ma passion, c'est l'art. J'aurais aimé composer des chansons ou jouer de la musique. J'ai bien essayé de me lancer là-dedans. Mais pour ma famille, j'ai dû être chauffeur. Sur le vieux camion d'Anko, le moteur tourne bien. Mais il y a bien longtemps que les amortisseurs ont rendu l'âme. Malmené, brinque-ballé par les chaos, Anko est épuisé. J'ai pas mal de douleurs dans le corps. J'ai bien sûr mal au dos à force d'être assis et de rouler sur toutes ces bosses. Mais ce sont surtout mes bras qui me font souffrir. En fait, j'ai mal partout. La fatigue l'emporte. Pour éviter l'accident, Anko doit faire une pause. Il n'a même pas la force d'attendre le repas. Anko a repris des forces, mais il a encore perdu 40 minutes. Il veut absolument arriver avant la tombée de la nuit. Encore 8 heures à tenir. Quelques kilomètres plus loin, la boue rend le chemin impraticable. Mais c'est pour les camions que c'est le plus difficile. Celui-ci vient de Kalemio, la ville de destination d'Anko. Il demande des nouvelles. Le chauffeur lui conseille de ne pas prendre la route. Quel enfer cette route! J'ai perdu une roue, je l'ai remplacée, et avec tous ces virages et cette boue, les roues ne tiennent pas longtemps. J'ai déjà été bloqué 4 ou 5 jours. Il y a des voitures qui tombent en panne, d'autres qui sont submergées. On peut vraiment rester bloqué. Une nouvelle fois, Anko doit prendre un autre chemin. Continue d'avancer. Mais au premier virage, il sent le piège.
Déjà avec ton poids, ça s'enfonce. Alors avec le camion. En plus ici, il n'y a personne qui passe. Si par malheur on s'embourbe, on peut rester coincé un mois ici. Et s'il pleut, ça sera encore pire. Je pense qu'on devrait repartir. Essaye encore, marche dessus. C'est pas bon. Anko rebrousse chemin. Il se résigne à rejoindre la grande route. Il ne veut plus prendre de risques. Encore une fois, le raccourci lui aura fait perdre du temps. Lorsqu'il arrive aux portes de Kalemio, fin du voyage, c'est bientôt la tombée de la nuit. Ses concurrents sont déjà là. Maintenant, je dois m'inscrire au bureau pour le chargement et attendre mon tour. On ne sait jamais vraiment combien de temps ça va prendre. L'attente peut durer comme cela 1 jour, peut-être 2 ou 3, avant de charger le bois. Si tout va bien, cela lui rapportera 250 €, de quoi faire vivre sa famille quelques semaines. La forêt, c'est l'un des trésors de la Birmanie. Le pays possède des ressources naturelles parmi les plus riches de la planète. Minerais, pierres précieuses, gaz ou encore pétrole. Dans la moiteur de la jungle birmane, un camp de fortune. Il y a une quinzaine d'années, les Birmans ont découvert ici de tout petits gisements de pétrole, faciles à extraire. Un vieux moteur rafistolé, un peu de câble. Cela suffit pour aller chercher l'or noir. Il est seulement à 200 mètres de profondeur. Les Birmans viennent de partout pour l'exploiter. Parmi eux, Monsieur Tengi. Au début, je récupérais 40 litres de pétrole par jour. Puis il y en a eu de moins en moins. Là, il donne 8 litres par jour. Avant, Monsieur Tengi négociait des pierres précieuses. Puis le marché a décliné. Alors il a investi toutes ses économies dans le pétrole. J'ai investi en matériel, en ouvriers, tuyaux, nourriture, en tout. Je vends mon pétrole et donne un salaire fixe à mes ouvriers. J'ai investi 800 € par puits et en 2 ans de travail ici, grâce au pétrole, j'ai récupéré mes investissements. Vous avez vu la qualité de mon pétrole? Vous pouvez le mettre directement dans un moteur, presque pas besoin de le raffiner. Les réserves ne sont pas assez importantes pour intéresser les multinationales, ni l'État birman, qui laisse le pétrole à disposition des habitants. Cette économie artisanale fait vivre des milliers de gens. Une fois extrait, le brut est stocké dans des bidons de 25 litres, arrimés sur des motos pour le livrer à la raffinerie. J'ai chargé à peu près 95 litres sur ma moto. Si le temps est sec et le chemin est bon, je ne ferai aucune chute. Avec son chargement explosif, la motociterne a 15 km à faire, tant bien que mal, jusqu'au premier grossiste. Il gagne 2500 kyats birmans à chaque voyage, soit 2 €. Ensuite, le pétrole est acheminé jusqu'à Moriwa, la ville la plus proche. La raffinerie est ici, ni cheminée ni réservoir géant,
juste quelques bidons. Mais le directeur affirme produire du pétrole d'aussi bonne qualité que celui des grandes compagnies. En plus, il est moins cher. Le pétrole qu'on produit ici est vendu dans toute la Birmanie. On en livre partout. Même dans les grandes villes, comme Mandalay ou Rangoon. Beaucoup de gens utilisent ce pétrole. La méthode reste artisanale. Dans une cuve, il fait chauffer du pétrole. Sous l'effet de la chaleur, le brut se transforme en gaz. Refroidi, il redevient liquide. Plus il est clair, meilleure est la qualité. Regardez cette couleur, c'est jaune. Mais dans peu de temps, ça va devenir clair et propre. C'est du bon pétrole. Et on va encore le raffiner. Cette petite raffinerie est capable de produire 20 000 tonnes d'essence par mois. À la pompe, le carburant sera vendu environ 75 centimes le litre, 2 fois moins cher qu'en France. Quelque part à Chinil, le brouillard est tombé sur une petite route de montagne. Kosomo est presque au bout du voyage, plus que 20 km à parcourir. Il distingue à peine le bord du ravin et la pluie rend le chemin glissant. Je n'arrive pas à voir les voitures qui viennent sur moi. Les virages sont très serrés. C'est impossible de voir de l'autre côté. 1 kilomètre plus loin, un conducteur a frôlé la mort. Son camion a bien failli tomber dans le ravin. Je prenais le virage juste ici quand l'embrayage et les freins ont lâché. D'un coup, le moteur s'est arrêté et voilà. C'est pour ça que mon camion il est tombé comme ça. J'ai dérapé et j'ai failli tomber dans le ravin. Au sommet, le brouillard est encore plus dense. Et parfois, le danger vient d'en haut. La piste n'est pas assez solide. Il peut y avoir des éboulements qui provoquent de graves accidents. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Comme des bagnards de la route, les cantonniers attaquent les rochers à la masse. Un travail de titan. Quelques centaines de mètres plus loin, la montagne s'est affaissée sur la chaussée. On ne passe plus. Oh, regardez! La route est bloquée. Vous voyez, il y a ces voitures ici. Elles sont bloquées. Et de l'autre côté, les voitures qui arrivent, elles sont aussi bloquées. Quelques habitués tentent le passage. Même en 2 roues.
On ne sait pas combien de temps on va attendre. Alors tout le monde prend le risque d'y aller. Kosomo, lui, passe le dernier. Dans les montagnes de Chinil, la brume se lève. En fin de matinée, Kosomo approche du but, le village de Zozam. Dernière étape avant le lac de Red Hill. Les villageois sont surpris, c'est la première fois qu'ils voient des étrangers. Il n'y a pas longtemps que cette région est ouverte. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais vu de touristes. Je pense que si nous faisons venir des touristes ici, les gens seront ravis. Le seul problème, c'est pour venir ici. La route est vraiment difficile. Mais pour ouvrir la région aux touristes, il faut encore franchir un dernier obstacle. À la sortie du village, la route n'est plus qu'un épais tapis de boue. Il faut dégager la plaque. On s'est renversé plusieurs fois déjà. Environ 3 fois. Heureusement, on n'a rien eu. À la force des bras, on a remis le camion sur les roues. Et puis on est reparti. On a l'habitude. On doit avancer, vous savez, coûte que coûte. Les plaques de fer, on va les mettre sous les roues et on passera. On les place, on roule et on les replace. Prends la plaque maintenant. Prenez la plaque. Visez ce côté. La transmission s'est cassée. On n'arrive pas à faire marcher les 4 roues motrices. On enlève ces rotules et ensuite on les remet correctement à leur place pour repartir. C'est comme ça qu'on fait ici. On répare toujours, et puis on roule. Avec ses 4 roues motrices, Kosomo parvient à passer. Le lac de Red Hill n'est plus qu'à 20 km. Mais plus il avance, plus la situation se dégrade, alors que la pluie menace. Et s'il pleut, comment est la route? Bah t'as plus qu'à te débrouiller. Finalement, Kosomo renonce. C'est de pire en pire. Je pense qu'on n'ira pas jusqu'au lac. Parce que je suis vraiment pas sûr de la route. Donc on va faire demi-tour car on n'ira pas au lac. Je suis vraiment désolé. Kosomo et son copilote ne sont pas allés au bout du voyage. Mais c'est peut-être mieux. La nature en a décidé ainsi. Inaccessible, une partie des trésors de la Birmanie reste pour l'instant préservée.